Bienvenue sur Trajectoire au rayon X, le podcast qui décrypte les parcours de vie de personnalités qui marquent la radiologie, un podcast de la Société française de radiologie. Bonjour professeur Louguet-Sorgho, Madame la Ministre, merci d'avoir accepté notre invitation au micro de Trajectoire au rayon X. Vous êtes professeur de radiologie, première femme élue doyenne de la faculté de médecine du Burkina Faso en 2015. Vous avez rejoint le gouvernement burkinabé en 2019 au ministère de la Santé. Vous avez été donc ministre et vous y êtes resté 2 ans. Vous êtes investi dans la communauté de femmes scientifiques du Burkina Faso et avez créé la chaire UNESCO Femmes, Genre, Sciences, Société et Développement durable. Un parcours de femmes médecins, universitaires, engagées sur le terrain politique qui force l'admiration et qui nous intéresse beaucoup à Trajectoire au rayon X. Merci de venir nous raconter votre histoire. Commençons donc par le début. Dans quel contexte avez-vous grandi, Madame la Ministre, et qu'est-ce qui vous a conduit à emprunter le chemin des études de médecine ? Merci beaucoup Alice, bonjour et merci de me donner l'opportunité de parler de moi-même. Ce n'est jamais aisé de parler de soi. Je suis née dans une ville du Burkina Faso, qui n'est pas la capitale, ni la capitale économique, ni la capitale politique, parce que la capitale politique, c'est Ouagadougou. La capitale économique, c'est Bobo-Dioulasso. Je peux dire une ville classée 4e ville. Et nous avons 13 régions avec 13 chefs-lieux de régions qui constituent les grandes villes du Burkina Faso. Donc, je suis née là-bas, dans une des villes qui constitue la 4e, si on veut classer par ordre populationnel et économique. Et à l'époque, on inscrivait les enfants à l'école à 7 ans. Et moi, j'avais 6 ans quand mon papa a essayé de m'inscrire. Mon papa a fait l'armée française, donc c'est un ancien militaire. Et il a beaucoup voyagé du fait de ses fonctions, de ses occupations dans l'armée française. Il a fait le Niger, il a fait le Sénégal. Donc, il avait une vision, une visibilité au-dessus de la moyenne. Et donc, quand il a essayé de m'inscrire à l'école à 6 ans, on a refusé parce que je n'avais pas 7 ans. Je suis née en février. Et il a demandé à ce que je sois auditrice libre parce que c'était quand même un des responsables du bureau des anciens combattants. Ils ont accepté. Et du coup, je me suis retrouvée inscrite en fait en 2e année au CP2. Donc, j'ai passé une première année. Vraiment, j'étais très au-dessus de la moyenne de ceux qui étaient normalement inscrits. Dès le CE2, les cours élémentaires 2e année, je me suis identifiée à l'institutrice qui était une belle dame, pas très grande de taille, avec des talons hauts. J'ai dit, quand je vais grandir, je vais devenir comme elle, bien habillée et tout. Et puis, chemin faisant, j'ai perdu mon père d'un cancer généralisé quand j'avais 10 ans et demi, au cours moyen, première année. Je l'ai vu partir, c'était un gros fumeur. Il a tenté d'arrêter de fumer, c'était pas possible. Je l'ai vu mélanger des cigarettes pour essayer d'être dégoûté. Toute petite, je l'ai vu tenter, mais il n'a pas réussi. Et puis bon, il est parti d'un cancer généralisé. Et au cours moyen des ans, je me disais, mais et si tu devenais sage-femme? Après, quand j'ai vu mon père lutter contre la maladie avec des propositions d'évacuation en France qui n'étaient plus possibles, je dis, je vais comprendre de quoi est mort mon père. Et pourtant, j'avais peur du sang. Parce que quand il était là-bas, je partais le voir. Quand je voyais, on lui mettait des poches de sang. Je ne voulais pas m'approcher tellement j'ai peur du sang. C'est peut-être ce qui explique mon choix ultérieur en médecine. Bien que mes patrons voulaient que je fasse traumatologie, je cachais bien mon jeu, mais en fait, j'ai peur du sang. Même quand je fais des interventions en scénologie, les biopsies, je me projette à la place après du patient, la souffrance, bien que cette souffrance maintenant ne soit plus une réalité puisqu'on a tout pour lutter contre la souffrance, le ressenti du patient. Donc voilà comment j'ai cheminé et après quand mon papa est décédé, j'ai eu le certificat, on m'a inscrite au secondaire. Et après, à l'année du bac, j'ai continué à vouloir être médecin. Et il y avait un médecin qui était médecin de la santé médico-scolaire. Et quand je partais le voir, on discutait. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je vais être médecin.
Il dit, ah, surtout pas. Tu travailles trop, tu étudies difficilement et tu restes au bas de l'échelle sociale par rapport aux autres choix. Pourquoi au bas de l'échelle sociale? Au Burkina Faso, c'est pas prestigieux d'être médecin? Oui, à l'époque, quand tu faisais une maîtrise de sciences économiques, tu rentres, tu vas être directeur de banque, tu vas être directeur d'assurance et tout. Mais médecin, il faut que tu fasses kété comme on le dit pour suivre ton parcours. C'est vrai que la médecine en Afrique, les sciences médicales ne sont pas bien payées. Les fonctions médicales ne sont pas très, très bien payées. Même ici en France... On pourrait penser effectivement que ça devient un peu le cas en France aussi. Même quand moi j'étais là, la première fois que je suis venue pour mon stage en France, c'était en 94. Déjà, on se disait, le médecin ne va pas construire des immeubles, mais il ne mourra pas de faim. Ça au moins. Et encore, le radiologue, c'est la même chose. Il ne mourra pas de faim. Il va travailler dur, il ne va pas mourir de faim, mais il ne sera pas classé parmi les riches du monde. Ça, au moins, vous concevez avec moi. Parce que vous allez faire 8 ans d'études, 4 ans de spécialisation. Et celui qui a fait 4 ans à la maîtrise, 2 ans de 2SS, comme on le dit. Mais quand on dit de nommer des directeurs généraux, on n'a jamais entendu parler d'un médecin comme directeur général. Les directeurs généraux d'hôpitaux, ils font combien d'années d'études? Mais rarement les médecins sont des... Donc, c'est en fait ça. C'est vrai que nos copains ingénieurs... Voilà. Sont déjà sur le marché du travail, alors que nous, on est encore sur les bancs de la faculté. C'est ça, vrai. C'est ça. Mais donc, vous êtes accroché à ce rêve de, oui, je me suis de travailler dans la santé. Oui, je me suis accrochée puisque je suis partie, quand j'ai eu le bac, j'ai changé encore, j'ai dit je vais faire sciences et odonto, chirurgie dentaire. Donc, j'étais dans le sillage. Il dit, toi, on ne peut pas t'aider. J'ai dit, ah, j'aime. Et donc, en première année, je suis arrivée, c'était à Dakar. On a dit que ce qui éliminait les étudiants, c'était la biochimie. Du coup, comme les étudiants se passaient le mot biochimie, c'est pas la peine, tu seras éliminé, tu n'auras jamais une bonne moyenne. J'ai dit, ok, mon défi, ça sera la biochimie. Donc, tous les jours, je faisais un exercice de biochimie. Tous les jours. Et donc, quand les résultats sont sortis, tout le monde cherchait à me connaître. Je n'ai pas été voir mes résultats, mais toute la faculté cherchait à me connaître. Je pense que j'ai été très bien classée. Et du coup, les enseignants en médecine m'ont dit, vous allez rester en médecine. Et le directeur de chirurgie dentaire, ne me voyant pas venir, a envoyé me chercher. Et il m'a dit, nous ne prenons pas les médiocres en chirurgie dentaire, nous voulons également les meilleurs en chirurgie dentaire. Et vous allez faire chirurgie dentaire ou rien. J'ai dit, êtes fait remarquer. J'ai dit, ok, j'aime les défis. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, j'ai compris, j'aime les défis. Donc, il fallait me faire réorienter puisque j'ai été envoyée par mon État avec une bourse pour faire chirurgie dentaire. Du coup, si je vais faire médecine, la bourse doit être prolongée de 2 ans et il faut que j'ai l'autorisation de mon pays. Et c'était en octobre. En octobre, je suis arrivée en octobre 1979. Et en octobre, jusqu'à les résultats sont sortis, à la rentrée d'octobre 80, il y a eu un coup d'État dans mon pays. Et donc, je ne pouvais pas avoir la réorientation. Mais je suivais les cours tout en espérant. Et puis, du coup, quand il y a eu la reprise des activités, j'ai été réorientée en médecine et j'ai continué comme ça en médecine. Et bon, je disais aux étudiants de IH que je ne suis pas du genre à sentir un dépaysement. C'est vrai, il y a des cultures différentes. Il peut y avoir des chocs culturels, mais il faut savoir les amoindrir et puis comprendre l'autre. Et quand j'étais ici à Henri Mondor, je disais également, même en Afrique, de régions différentes, ou même dans la même région, mais d'appartenance ethnique différente, on peut ressentir comme un rejet. Mais en fait, c'est la méconnaissance de l'autre. Oui. Donc, quand je suis arrivée à Dakar, je n'ai pas senti, je m'intègre facilement, parce que je pars au-delà de ce qui peut constituer une différence pour voir ce qui peut rassembler.
Donc, quand on arrive, et puis les gens, ils disent les étrangers, avec un mot de connotation péjorative, je dis non, je refuse. Je me suis intégrée. Et puis, à ma manière, et jusqu'à présent, j'ai des solides amitiés à Dakar, tant au niveau du corps enseignant qu'au niveau des étudiants avec lesquels j'ai fréquenté. Quand je passais l'agrégation, je suis partie me préparer à Dakar. Il y a un enseignant qui était assistant quand moi j'étais étudiante. Et il a dit, mais vous avez fait vos études où je ne vous connais pas. Je dis, j'ai fait mes études à Dakar. Il dit, vous deviez être une étudiante effacée. Il y a quelqu'un qui dit, tu ne reconnais pas Claudine. Tellement je leur ai donné du fil à retordre. Bon, et après, vraiment, non, j'ai dit aux étudiants, c'est vrai, vous n'êtes pas chez vous. Il y a la barrière de la langue, mais il faut aller au-delà de ce qui peut être comme un rejet, parce que c'est la méconnaissance de l'autre. Donc, voilà, l'esprit d'ouverture. Être ouvert d'esprit. Et savoir allier occupation estudiantine et puis activité sociale, de récréation. Donc, vraiment, j'ai gardé un très, très bon souvenir de mon passage comme étudiante. À l'époque, vous deviez faire vos études à Dakar. Il n'y avait pas de structure Non, il n'y en avait pas. C'est 2 ans plus tard, parce que moi, je suis partie en 1979. Et l'école de Dakar, la faculté de médecine de Dakar, de Ouaga, s'est ouverte en 1981. D'accord. Donc, il n'y en avait pas d'abord. Donc, à la fin de mes études, je n'ai pas voulu faire l'internat. Le concours d'internat, c'était un concours. À l'époque, une jeune femme, les parents, les grands-mères et tout, il faut aller créer une famille. Ma grand-mère avait l'habitude de me dire, Claudine, tu es là, tu étudies, les enfants meurent dans ton ventre. Genre, il vaut mieux aller faire des enfants. Donc, je suis rentrée au Burkina. J'ai été affectée en pneumologie pendant que je faisais mon service militaire. C'était sous Sankara. Oui. Vous vous souvenez, Thomas Sankara, c'était un service militaire obligé pour tout le monde. Une formation militaire de 3 mois. Et Thomas Sankara, c'est on appelle le Che Guevara africain. Africain, voilà. Et donc, c'était 3 mois de formation militaire. Et 1 an sous les drapeaux, 3 mois de formation militaire. Et puis le reste, 9 mois d'activité professionnelle payée comme un militaire. Et je pense que c'était 135 francs par jour, comme un soldat, quoi. À la fin du mois, on avait environ 16 000 selon le nombre de jours du mois. 16 000 à l'époque, avant d'évaluation, c'était 160 francs français, je pense. Donc, c'est ce qu'on avait. J'ai fait ça, affecté en pneumo pour ma pratique. C'est vous qui aviez choisi la pneumologie? Non, je suis arrivée, on m'a affectée à Ouagadougou. Et puis, l'hôpital m'a affectée en pneumo. Et à l'époque, la pneumo, c'était le service où personne ne voulait y aller. Même quand le directeur venait, il soulevait à peine s'il ne soulevait pas son pantalon pour ne pas se faire choper par le béca. Bon. Parce qu'il y avait Oui, parce que la pneumo, c'était... Une peur d'attraper... C'était surtout dominer les malades qui séjournaient en pneumo. C'était surtout la physiologie, la tuberculose. Et donc, les pneumonies, c'était des traitements ambulatoires, sauf si c'était compliqué. Et puis, c'était à l'époque du VIH, on avait beaucoup de pleurésie. Et donc, voilà, j'ai été là-bas. Le chef de service vraiment m'a aussi adoptée. Et puis, quand il s'est agi de trouver des bourses pour aller faire la spécialisation, nous étions 2 femmes. Il a demandé la spécialisation pour nous, les bourses pour nous. Et l'État burkinabé, au ministère, il est venu nous dire qu'il est écœuré parce qu'au ministère, on lui a dit que si vous ne voulez pas protéger ces 2 jeunes femmes, nous, on va les protéger parce que vous voulez les exposer à une spécialisation qui n'a pas d'avenir et où elles peuvent être exposées à tout moment à la tuberculose. Ils ont refusé. Pour cette raison. Pour cette raison, mais parce qu'on ne connaissait pas la pneumo. C'était comme la psychiatrie. Hein. Aujourd'hui, tout passe par la psychiatrie. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que même quand il y a un deuil, il faut un soutien psychologique. Il y a un accident dans une famille, il faut un soutien psychologique. Alors qu'avant, c'était les médecins des fous, ils étaient
ils n'étaient pas respectés au sein de la population même médicale. Voilà, c'était mal vu. C'était surtout des pathologies infectieuses, pas tellement de notamment la tuberculose. Il n'y avait pas beaucoup de cancers à l'époque. C'était la tuberculose surtout. Parce que chez nous, il n'y a pas beaucoup. On ne construit pas avec l'amiante. Et donc, le mésothéliome était très, très rare. De tout mon séjour là-bas, peut-être que j'ai fait environ 2 ans là-bas. Je n'ai eu peut-être que 5, à peine une dizaine de pathologies pleurales, pathologies pleurales cancéreuses. Donc, c'était surtout la tuberculose, des métastases de cancer du sein, quelques rares cas de cancer bronchopulmonaire, quelques rares cas. Donc, n'ayant pas pu faire cette spécialisation, on a lancé la spécialisation pour le recrutement de radiologues. Je me suis dit, pneumo et radiologie, surtout radio thoracique, je me dis que je vais me retrouver. Et donc, à l'annonce de mon choix, c'était dur avec le chef de service. Il est vraiment resté, j'allais dire, un peu anéanti. J'ai dit, il n'y a pas de bourse. Moi, j'ai besoin j'ai besoin d'aller me spécialiser et tout. Il a accusé le coup et il m'a accompagné. Et donc, j'ai passé l'examen probatoire pour aller me spécialiser à Abidjan. Et en fait, ça fonctionne par un système de bourse d'État, c'est ça? Bourse d'État, voilà. Ils financent l'inscription à la fac et la vie sur place. Voilà, et la vie sur place. Donc, c'est pas beaucoup, mais ça te permet de suivre. Mais à l'époque déjà, pour Abidjan, quand l'école d'Abidjan était créée, parce que tous les radiologues venaient se former en France avec le 10. C'est pas le même diplôme. Les Français recevaient le diplôme d'études spécialisées. Et les étrangers, c'était un 10, diplôme, je ne sais quoi, spécialisé. Mais avec le 10, ils ne pouvaient pas travailler ici. Donc, il fallait rentrer chez eux. Et donc, il y a un groupe de radiologues conduit par le professeur André Théodore Didier, paix à son âme, qui a créé le Centre international de formation des radiologues d'Afrique noire et d'Afrique, le CIFRA, d'Afrique francophone, donc à Abidjan. Et je pense que je suis de la 4e ou la 5e promotion. Et c'était soutenu par l'OMS, qui avait une bourse OMS et une bourse de la coopération française. Donc, moi, j'ai eu la bourse de la coopération française après mon admission à l'examen probatoire. Donc, c'est la bourse de la coopération qui m'a soutenue pendant les 4 ans. Et dans les textes de cette formation, on pouvait aller faire un stage dans un pays à plateau technique plus développé. Et donc, à partir de la 3e année, il a demandé au professeur Vasile de Henri Mondor de m'accueillir pour 1 an de stage. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Henri Mondor avec le professeur Norbert Vasile, qui a beaucoup œuvré pour la SFR. C'était en quelle année? C'était en novembre, je suis arrivée en France en novembre 1994. Et alors, quel souvenir vous gardez de cette année non, c'est ma deuxième famille. Henri Mondor, c'est ma deuxième famille. Je m'entends avec tout le monde là-bas. Même là, quand je viens, il faut que j'aille faire un tour pour leur dire bonjour. Vraiment, c'est ma deuxième famille et Henri Mondor. Vraiment. Parce que quand je devais venir, le professeur... Et Norbert avait répondu qu'il acceptait ma candidature, mais de savoir que c'est un stage non rémunéré. J'ai dit je prends, puisque j'avais toujours la bourse de la coopération et la coopération acceptait me transférer en France. Donc moi, ça ne me dérangeait pas. Je sais que je n'allais pas vivre chichement, mais j'allais pouvoir quand même vivre. Et je suis arrivée, je me souviens, c'était un 27 novembre quand je suis arrivée dans son bureau. Il m'a reçu, c'est vous qui venez pour le stage et tout. J'ai dit oui. Il a demandé, sans même m'écouter, il a appelé sa secrétaire. Vraiment, ça s'est passé comme ça, à la minute près. Jocelyne venait me voir. Et quand Jocelyne est arrivée, il dit trouver des vacations à cette jeune dame. Et Jocelyne a dit, ça dépend, si elle est boursière de la coopération française, elle ne peut pas dépasser. Je pense à l'époque, c'était 4 vacations. Ou bien c'est 2 vacations par semaine.
Je dis oui, je suis boursière de la coopération française, mais avec les 2 vacations par semaine, ça me permettait de faire des gardes pour pouvoir arrondir mes fins du mois. Donc, ils se sont bien occupés de vous. Très bien, vraiment très bien. Et au bout de, je suis arrivée en novembre. En décembre, ils m'ont dit déjà, commencez à prendre la garde. Je dis non, je ne connaissais pas le Doppler, je ne connaissais pas le scanner. Mais il a fallu que je dévore les livres tous les jours. Et j'étais la première venue, la dernière à partir. Parce que j'étais venue pour apprendre. Et tout le monde était étonné. Ah, Claudine, tu nous épates. Parce que les Africains, quand tu es arrivée, on a dit encore, voilà un autre Africain qui est venu pour se balader. Parce que ceux qui m'ont dévancé, en tout cas pas tous, mais il y a beaucoup, ils viennent, bon, peut-être qu'ils n'arrivaient pas à s'intégrer aussi. Parce que quand tu n'arrives pas à t'intégrer à une équipe, tu t'ennuies. Donc vers 11h, ils disent, ah, je vais rentrer, j'ai des courses à faire. Ils partaient se balader, regarder la tour Eiffel. Je dis, moi, je suis venue pour travailler. J'arrivais à 7h avec les internes, les autres assistants. Je suivais les cours avec les internes et je partais à mon poste d'affectation. À 13h, je partais manger avec les internes à l'internat. Je revenais, je quittais le service vers 21h parce que Alain Ramouni, Jean-Luc Montazel et puis Gilbert, non, c'était Gilbert Stein, je n'arrive pas à prononcer son nom, c'était les chefs à l'époque. On quittait tard, vers 21h, pendant que les autres sont partis. 21h, souvent 22h, 23h. Tant qu'il y a un médecin dans le service, j'étais dans le service. Donc, je dévorais tout, je voulais tout apprendre. Et on m'a dit de prendre la garde. J'ai dit non, je ne suis pas prête d'abord à prendre la garde. Et donc, déjà, en décembre, le service m'a offert un billet pour retourner à Ouaga voir mes enfants parce que c'était dur. J'avais déjà 2 enfants. Vous étiez déjà maman? 2 enfants. Ils avaient quel âge à l'époque? La première avait 7 ans et la deuxième 3 ans et demi. Mais quand je partais déjà à Abidjan, la première, je l'ai laissée dans ma belle famille, mais la deuxième, elle avait à peine 1 an. Donc je suis partie avec elle à Abidjan. On a fait l'année ensemble et après elle est revenue rester avec son papa et c'est papa qui s'occupait d'eux. Donc vous avez fait des sacrifices personnels pour vos études? Vraiment, j'ai fait des sacrifices personnels, des sacrifices aussi. Et mes enfants ont été obligés de faire des sacrifices alors qu'ils n'étaient pas préparés à ça. Mais bon, voilà, c'était une passion. Chaque fois, ils me disent, même aujourd'hui, maman, de toute façon, tu as toujours fait ce qui te plaît. Je dis non, je vous ai toujours pris en compte. Mais peut-être pas assez. Mais vous ne pouviez pas savoir comment je suis. Parce que quand je suis arrivée, et en début décembre, vers la mi-décembre, début décembre, vous voyez à la télé les mamans avec leurs enfants qui vont faire les courses pour acheter les cadeaux. Moi, ça me faisait saigner. Voilà, ça me faisait saigner du cœur. Il m'arrivait même de pleurer devant la télé. Mais mes enfants ne savent pas. Et le professeur Vasile me dit un jour, Claudine, ça va et tes enfants? Je dis, ils m'ont dit que si je vous demande la permission pour venir, vous ne pouvez pas refuser parce que vous êtes un papa. Il me dit, ah bon, je dis oui. Et il a dit au service de m'offrir, il a sensibilisé tous les services pour qu'il m'offre un billet pour que je reparte voir mes enfants. Donc c'est pour vous dire que dès l'arrivée, j'ai été vraiment intégrée. Je n'oublierai jamais ce service. Les internes, il y avait Valérie Bousson, il y avait Dominique, je pense. Mais vraiment, c'était une bonne équipe. C'était une bonne équipe avec les secrétaires, les brancadiers. Vraiment, je m'entendais avec tout le monde parce que je suis d'une famille très catholique, très croyante, où il ne faut négliger personne. Il faut se dire que tout le monde est complémentaire. Si vous dites que vous êtes chef de clinique, vous ne considérez pas le travail de la manip, vous ne considérez pas le travail du brancadier. Si le brancadier boycotte votre malade, il ne brancade pas le malade, comment vous allez pouvoir l'installer sur la table? Donc, il faut essayer. Et chaque fois, je répète à nos manips, j'ai dit, vous savez, le radiologue et le manip, c'est un couple. Oui. On va se quereller, mais il faut qu'on s'entende. Tant que ce couple-là n'est pas soudé, le malade n'aura pas des soins adéquats. Donc, il faut qu'on s'entende. Donc, c'est comme ça. Jusqu'à présent, les vieux brancadiers, quand je pars, ses cousines, et j'ai beaucoup aidé
à piquer. Quand, par exemple, la peau noire, les gens arrivent. Pour vous-même, c'est plus facile. Donc, quand j'installais le brancardier, j'aidais le brancardier à installer le malade. Avant que l'infirmier ou l'infirmière ne vienne, j'ai pris la voie veineuse. Donc, du coup, c'est un plus pour moi. Et aujourd'hui, quand les manips disent, ou bien les infirmiers, je n'arrive pas à avoir la voie veineuse, je piquais. Donc, c'est toujours un plus. J'ai tout fait. J'ai aidé quand on faisait les lavements. À l'époque, c'était les lavements. Quand la salle se salissait, j'aidais les manips à nettoyer. Vraiment, il faut qu'on comprenne ça et que nous ne soyons pas radiologues. Surtout les jeunes radiologues, on arrive, on met les mains, voilà, on néglige les autres. Non, c'est au contact des autres qu'on apprend. C'est au contact des autres qu'on apprend. Et puis, on peut apprendre de la vie. De la radiologie, vous n'allez pas apprendre des manipulateurs peut-être. Mais ils ont des astuces que nous n'avons pas souvent. Bien sûr. Mais de la vie, on peut beaucoup apprendre d'eux. Il faut discuter. Il y avait on discutait tout le temps. Lui, il s'est marié et il dit, Claudine, je ne ferai pas d'enfant. Je dis, mais pourquoi tu ne fais pas d'enfant? Il dit, c'est un monde de consommation. Et de plus en plus, je me rends compte qu'il avait raison. C'est un monde de consommation. Si tu n'as pas les moyens de consommer, personne ne te considère. Et malheureusement, ça atteint l'Afrique où le tissu familial était très, très serré puisqu'on vivait en communauté. Aujourd'hui, même dans une famille, quand l'aîné est considéré aîné, quand il peut sortir de l'argent pour résoudre les problèmes, s'il ne peut rien faire, c'est le cadet qui devient aîné parce que lui, il aura les moyens. Donc, vraiment, c'est un monde de consommation. On discutait comme ça, on parlait de vacances et tout. J'ai beaucoup appris d'eux et tout. On sent que vous avez des valeurs humaines très profondes. Est-ce que c'est ça qui a nourri votre envie de faire de la politique, de vous engager autrement? C'est lié? Oui, c'est lié parce que j'aime aider les autres. Je me dis, si Dieu m'a placée, peut-être, je ne sais pas si vous êtes croyante ou pas croyante, mais moi, j'ai été baptisée au 3e jour de ma vie. Ma maman nous réveillait à 5 heures du matin le dimanche pour aller à l'église. Chaque fois, elle nous disait, il faut être humble pour que Dieu t'élève. Rabaisse-toi pour que, peut-être que c'est de la culture traditionnelle, mais également de la religion, parce que vraiment, c'est une famille très, très catholique. Donc, comme je disais, j'ai été baptisée au 3e jour de ma vie. Je ne sais pas, je vais toujours aider. En même temps que je voulais comprendre la maladie de mon père, je voulais aider également. Et j'ai une binôme, on s'est appelé la dernière fois, et puis on se rappelait les souvenirs. On a eu une malade qui avait un cancer du pancréas en 2e année pour les soins infirmiers. Et la dame, le jour où on est parti trouver le lit qui était vide, la dame était devenue comme notre mère. Elle dit, si je sors de l'hôpital, je vais vous faire un bon riz sénégalais et tout. Et puis, on causait tout le temps. Et le jour où on a trouvé le lit vide, on a toutes pleuré comme s'il s'agissait de notre propre mère. Et le chef de service nous a renvoyés chez nous ce jour-là. Donc, c'est pour vous dire... L'humain avant tout. Avant tout. L'humain avant tout. La compassion. Vraiment, la médecine doit être... une médecine à visage humain. Et alors, racontez-nous comment vous êtes devenue la première femme doyenne de faculté de médecine au Burkina Faso. Donc, comme je vous disais, j'aimais aider. Et j'ai rejoint le groupe des femmes scientifiques. Il y a une association des femmes scientifiques du Burkina. J'ai rejoint le groupe en 1999. Et après, avec le courageux, et il y a eu un président de l'université, le professeur Jean Kouliati, qui m'a demandé de m'occuper de la création de la chaire Jean à l'université. Donc, on a créé la chaire et vraiment une cérémonie grandiose qui avait vu la présence de la première dame, beaucoup de femmes engagées dans le milieu universitaire de la sous-région, du Niger, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire que j'avais invitées. Et on a créé la chaire. Et ensuite, avec des correspondants extérieurs, dont une dame qui est ici, qui n'enseigne pas la médecine, mais qui est de l'alumni Dauphine, parce qu'elle a fait Dauphine. Ils ont accompagné pour que la chaire soit reconnue par l'UNESCO.
Vous pouvez nous dire à l'époque quelle était la proportion de femmes parmi les scientifiques? Déjà, il a fallu à l'école primaire développer une politique de discrimination positive. On peut tout dire là-dessus, parce que j'ai dit, il ne faut pas que le diplôme des femmes soit considéré inférieur à celui des hommes. Mais force est de reconnaître également que dans nos milieux culturels, la femme, la jeune fille, quand elle revient de l'école, c'est elle qui doit aider les mamans dans les tâches ménagères. Le papa et les garçons vont regarder la télé, le foot, vont jouer, vont écouter la musique, vont écouter la radio, mais c'est la jeune fille qui fait tout. Donc, la politique de la discrimination positive, c'est de dire, si un ménage inscrit sa fille à l'école, on va lui donner les vivres, et le maïs catouel, la farine de maïs jaune, l'huile et tout, et pour pousser les familles à inscrire les enfants à l'école. Sinon, on les inscrivait et au CM2, donc, dès que tu redoubles une classe ou bien tu rates un concours, on te sort de l'école, viens aider, marie-toi et tout. Donc, grâce à cette discrimination positive, et c'est la tendance actuelle, il y a eu beaucoup de filles maintenant au niveau primaire. Et quand vous avez créé cette chaire, vous étiez encore très minoritaire, les femmes, parmi la communauté? J'en venais parce qu'il y a eu cette inversion, mais au niveau secondaire, les filles, dès qu'elles ont le premier diplôme, elles passent des concours. Donc, ça m'insistait. Pour arriver au bac, il n'y avait pas beaucoup. Les études scientifiques, il y avait très peu de filles également. Et donc, en médecine déjà, il fallait avoir 12 de moyenne pour espérer être orienté en médecine. Et je me suis dit, il y a des filles, nous sommes en train d'inciter les filles à embrasser la carrière scientifique, il faut qu'on les accompagne. Et déjà, à travers la chaire, j'avais réussi à inscrire des filles qui avaient 10 de moyenne chaque année. J'avais réussi à avoir 10 à 20 places pour inscrire les filles qui avaient 10 de moyenne, même avant d'être doyen. Et donc, pour vous dire que la proportion des enseignantes, on a fait une étude de l'état des lieux, la proportion des enseignants de la base vers assistant, et c'était autour de 27-30%. Jusqu'au professeur titulaire, c'était 11-17% en fonction des facultés. Et pendant l'enquête, c'était une enquête d'impression, je ne sais pas comment je vais dire ça en épidémio. Et il y a des hommes enseignants qui disaient « les femmes n'ont rien à voir dans les universités, elles n'ont qu'à aller curer leurs casseroles ». Pour vous dire, 17%, c'était vraiment, il fallait aider les gens. Mais c'est après que j'ai compris que donc il fallait à travers cette chaire fédérer les femmes des instituts, des centres de recherche pour essayer de pousser les jeunes filles à vraiment aller très loin. Et je me suis rendu compte de comment les femmes, c'est difficile pour les femmes de pouvoir percer parce qu'il y a le poids socio-culturel, mais il y a également que les femmes n'ont pas confiance en elles-mêmes. Et les limites qu'on s'impose à soi. Oui, on a beaucoup de limites. Je ne sais pas, peut-être le jour où vous allez être confronté à briguer un poste, un poste où il y a des hommes également, vous allez vous dire, est-ce que je serai à la hauteur? Et c'est ce qui m'est arrivé. Les hommes ne se posent pas trop cette question. Non, les hommes foncent. Même s'ils n'ont pas le background nécessaire, ils foncent, ils se disent au fur et à mesure, je vais apprendre. Mais la femme, on se dévalorise toujours. Et quand il s'est agi de déposer ma candidature, il y avait une première dame, une femme enseignante de notre faculté qui avait contribué à mettre en place la faculté, mais elle a toujours été vice-doyenne et tout, elle est gynécologue. Je pense qu'elle n'a pas osé. Et vous étiez la première à oser. J'étais la première à oser. Mais je vous assure, Alice, que quand il s'est agi de battre campagne, j'ai osé déposer ma candidature. Mais il fallait battre campagne après. J'ai fait un bon programme et tout. Et un jour, pendant la campagne, on avait 2 semaines pour battre la campagne. On est représenté, la faculté est représentée à Ouagadougou et à Bobo, surtout. Un jour, je me suis assise, j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'a envoyé ici? Est-ce que tu pourras? Regardez, déjà à mon niveau, alors que je ne suis pas défaitiste, je dis, qu'est-ce qui t'a envoyé dans cette jungle? Est-ce que tu pourras? Vous avez eu des doutes? Oui, j'ai eu des doutes. Et donc, j'ai compris pourquoi les anglo-saxons parlent de l'empowerment des femmes. On dit en français autonomisation, mais est-ce que c'est l'autonomisation?
C'est vraiment l'empowerment, avoir confiance en soi. Il faut que nous, les femmes, on développe cette confiance-là et qu'on se dise on pourra. Qu'est-ce qui nous limite? C'est la force physique seulement. Mais sinon, la force intellectuelle, là, c'est la même chose. Sinon, même qu'on est souvent un peu plus futé que les hommes parce qu'on a un sixième sens que les hommes, m'excusent, mais on n'ose pas souvent. Il faut qu'on ose. Se mettre en avant. Oui, on n'ose pas. Il faut qu'on ose. Donc, j'ai l'habitude de donner cet exemple-là pour dire, pourtant, quand les gens me voient, c'est une femme battante, elle n'a peur de rien, c'est ceci, cela, mais... Vous avez dû vous faire violence à vous-même pour... Oui, j'ai continué et les hommes n'ont pas été une entrave à la conduite de mes actions à la faculté. Au contraire, ils m'ont aidé. J'ai été élue à 96%. Wow. Un peu plus de 96%. Et la deuxième, j'ai fait mon mandat de 3 ans et je ne voulais plus me présenter parce que c'est prenant, c'est dur. C'est les hommes même qui sont venus dans mon bureau. Ah non, il faut que tu te représentes. On a commencé de bonnes choses, il faut qu'on termine. Et j'ai fait l'évaluation de la conférence internationale des facultés et des doyens et des facultés de médecine d'expression française. Et dont je suis la vice-présidente en ce moment. Donc, j'ai réussi à faire l'évaluation par cette institution-là. L'évaluation, c'est-à-dire? L'évaluation de notre faculté. D'accord. Avant, c'est le stade avant l'accréditation. Donc, l'évaluation institutionnelle, l'évaluation des programmes, l'évaluation des stages, l'évaluation des ressources, du niveau de la recherche. Et il y avait des corrections à apporter. Et le deuxième mandat, quand je me suis présentée, j'ai été élue à environ 98%. Et puis, j'ai entamé ce mandat-là, donc à la rentrée, les élections ont lieu en juin, le mandat commence en octobre, et on m'a appelé au gouvernement en janvier. Donc, vraiment... Ça a été écourté par cette nouvelle aventure. Ouais, alors, nommé ministre de la Santé, c'est un grand honneur. Ouais, comment ça s'est passé? Un grand honneur, mais des défis. Et c'est là que j'ai compris que, déjà étant doyen, j'avais compris plus ou moins un peu l'être humain. Parce que quand quelqu'un vous dit quelque chose de personne à personne dans le bureau, la personne va dire autre chose quand elle se retrouve dans une situation de groupe. Donc, il faut savoir que l'être humain est bivalent. Déjà, j'avais appris ça. Et quand on m'a appelé pour... Quand on m'a appelé pour être membre du gouvernement, je ne savais pas comment ça se faisait même. Parce que ça vous a surpris, ne m'étais pas... Oui, on a tenté de me faire m'engager en politique. Je n'ai jamais voulu. On m'a même nommé en 2012... sans que je ne sache, j'étais couchée dans ma chambre lors du congrès du parti politique et quelqu'un m'a appelé, Claudine, tu es dans le bureau politique du parti au pouvoir. J'ai dit, comment ça, je suis dans le bureau politique? J'ai même pas de carte militante de base. C'est vrai, je suis sympathisante parce que mon mari a occupé aussi des fonctions sous ce régime. Je ne peux pas scier la branche sur laquelle je suis assise, mais j'ai pas de carte même de membre, carte de membre de base. Mais eux, et puis on me propose au bureau politique. J'ai dit ok, mais quand il y a des activités, j'ai dit écoutez, je suis doyen, je suis enseignante. L'image que je dois donner aux étudiants à l'université, à la faculté, c'est une image de personne apolitique. Je ne peux pas aller haranguer les foules et tout, mais je peux mener des actions pour arranger ma région, pour aider les gens de ma région, mais je ne peux pas aller haranguer les foules comme un politicien. Vous ne vouliez pas rentrer dans la politique politicienne? Non, je voulais pas. Bon, mais quand il y avait des réunions, on m'invitait. Même pour la campagne, je partais dans mon village, dans ma ville, dans mon quartier, et je disais aux gens, votez pour tel parti, mon parti. Pourquoi vous devez faire? Vous devez le faire pour me donner une bonne assise, pour vous défendre. Parce que si vous avez réussi à avoir un bon score, ça me permet de dire, vous voyez, il faut que nous fassions quelque chose pour ces populations. En fait, c'est comme ça que moi je voyais la chose, mais pas pour faire la politique politicienne. Et donc, depuis 2012 déjà, je refusais. On a tout fait pour essayer de m'intéresser à être ministre et tout, mais il fallait peut-être que je franchisse le pas, aller demander. Je n'ai pas voulu.
j'ai continué mes actions parce que j'ai étudié pour être médecin, pour être enseignante, mais pas pour aller faire la politique. Mais donc, il paraît que quand on veut nommer les membres du gouvernement, c'est une longue liste d'abord. On prend les partis, on prend le nom des personnes ministrables et puis on check jusqu'à trouver la personne qu'il faut. Et c'est comme ça. Bon. Et j'étais assise, je mangeais et puis on m'a appelé. Et le président a appelé mon époux pour dire dis à ton épouse que j'ai besoin d'elle. Et il dit non, elle a coûté. Et puis il m'a dit tu viens me voir dans mon bureau à la villa. Je dis je ne sais pas où c'est. Parce que je ne fréquentais pas, c'est quand j'avais un problème ponctuel, je partais, mais je ne fréquentais pas tellement le milieu comme ça. Et je suis partie, ils m'ont dit on a besoin de toi pour des résultats aux élections parce que tout le monde a dit que tu peux. Je dis ce n'est pas sûr parce que je n'ai pas étudié pour ça. Il dit personne n'a étudié pour être ministre et tout. J'ai dit ok, je vais tenter. Mais c'est là que tu te rends compte que moi je suis partie avec la vision d'aider, toujours aider, améliorer les services de santé, améliorer la qualité des soins aux patients. Mais quand les intérêts sont divergents, c'est pas simple. Et quand je suis arrivée, je n'ai pas eu, j'allais dire, une gestion facile. Je suis arrivée dans un climat social très tendu avec les syndicats. Et donc, j'ai été nommée en janvier, j'ai commencé à recevoir les structures. Et quand j'ai reçu les syndicats en février, ils m'ont dit si quelque chose n'est pas fait dans le sens de la satisfaction de notre plateforme revendicative, dès mars, nous allons nous faire sentir. C'est-à-dire des grèves? Oui, des grèves. Et moi, je suis allée, j'ai trouvé une plateforme, mais une plateforme difficile à satisfaire. Et c'était des syndicats de santé, les syndicats, déjà les syndicats de santé et les syndicats de tous les ministères en fait. Mais essentiellement, là où c'est sensible, c'est la santé, l'éducation, l'enseignement supérieur. Et eux tous, ils étaient là parce qu'on avait une plateforme globale de l'unité d'action syndicale. Et c'était difficile à mettre en œuvre quand des gens... Ils avaient des demandes que vous ne pouviez pas non, satisfaire. on ne pouvait pas, le gouvernement ne pouvait pas satisfaire. Par exemple, par manque de budget, Et par manque de budget et par orthodoxie administrative. Par exemple, quand des gens veulent passer d'un grade à un autre, alors que l'administration prévoit qu'il faut faire un concours ou une formation, eux, ils disent non, le gouvernement avait dit qu'on ne ferait pas de formation, mais à l'issue d'un nombre de stages, d'un certain nombre de mois de stage, on pouvait. Alors que quelque part également, les directives administratives disent il faut faire un concours, il faut faire une formation à l'école avant de continuer. Et la formation à l'école suppose qu'on te supprime toutes tes indemnités, tu n'as que ton salaire de base, c'est difficile à accepter. Donc c'est des choses comme ça, on ne pouvait pas résoudre. Il y a eu une grève féroce de mars à décembre. C'était une grève de toute l'administration publique, mais très sensible au sein de la santé, parce qu'une grève sans service minimum et sans rien, c'était compliqué, c'était difficile à résoudre. Mais heureusement, j'ai eu des ressources nécessaires, pas des ressources financières. Parce que chaque fois, je savais aller vers un groupe, le groupe des sages-femmes à la retraite, pour pouvoir aider pour que les femmes ne meurent pas en couche. Le groupe de la santé militaire, parce que comme mon mari est militaire, ils m'ont beaucoup accompagné également. Et des infirmiers retraités, et des gens qui n'étaient pas de l'Union d'action syndicale. Et j'ai pu, grâce à cette approche-là, amoindrir un peu les conséquences. Sortir un petit peu des sentiers battus pour trouver des solutions. Pour trouver des solutions. Et en novembre, la grève s'est un peu estompée. Je me suis dit, ok, je vais réussir maintenant à dérouler parce que la mission essentielle, je suis arrivée à trouver que le président s'était engagé à octroyer une gratuité de soins aux enfants de 0 à 5 ans et aux femmes enceintes jusqu'à 42 jours après l'accouchement. Parce que la santé est payante pour la l'individu. Santé, nous n'avons pas de... Il n'y a pas de sécurité sociale? Non, pour le moment, il n'y a pas de sécurité sociale. On est en train de mettre difficilement en œuvre la couverture santé universelle. Mais c'est difficile parce que le nombre de fonctionnaires, il paraît que c'est environ 10% de la population. Donc,
on ne peut pas dire que les fonctionnaires vont cotiser pour soigner tout le monde. Et les fonctionnaires, ils ont déjà des cotisations, par exemple, l'impôt unique sur le traitement salarial, ça leur pèse déjà beaucoup. Et les syndicats même plaident, et souvent quand ils ont l'occasion, ils grèvent pour qu'on supprime ça déjà. Et s'il faut faire des retenues à la base pour alimenter une caisse d'assurance, c'est difficile. Mais sinon, il y a les assurances privées qui assurent des services, qui assurent des groupes de personnes. Et il y a des associations qui assurent comment fédérer tout ça pour arriver à la couverture santé universelle pour toute la population. Là aussi, c'était un challenge. Donc, pour augmenter le taux de fréquentation, parce que les maladies infectieuses, c'est les enfants de 0 à 5 ans. Les femmes enceintes, c'est un groupe populationnel fragilisé sur le plan de la santé, parce que généralement, dans les ménages, quand le mari est malade, il se soigne. Bon, on comprend, c'est lui qui amène les revenus de la famille. Et la femme, plus ou moins. Et les enfants, dans ma vie, j'ai vu un enfant qui avait un neuroblastome. Et les parents, à la fin, ont dit non, on va rentrer, on est épuisé financièrement, on n'en peut plus. On va rentrer chez nous. J'ai dit, mais on peut toujours faire quelque chose. Ils ont dit, nous avons 7 enfants. Pour un seul enfant, on ne va pas approuver toute la famille. Vous voyez déjà. Des réalités donc, qui vous semblaient insupportables. Voilà, c'est difficile. Donc, ce programme-là était en train de sombrer un peu et il m'a demandé, il fallait qu'on relève ce programme-là pour qu'il ait les résultats pour aller aux élections parce que vraiment, c'était son programme phare. La santé. Vous avez réussi à le mettre en place ? On avait déjà mis en place, mes prédécesseurs avaient déjà mis en place, mais comme ça piquait du nez, puisque c'est des hommes qui doivent assurer la pérennité de cette politique-là. Elle se poursuit jusqu'à présent. Mais quand on dit des hommes, il y a toujours des failles dans la gestion des hommes. Donc, il fallait faire le tour pour galvaniser les gens. Il fallait construire des hôpitaux pour réduire le rayon moyen d'action parce que les populations devaient parcourir plus de 8 km pour pouvoir avoir des services de ça, pour pouvoir consulter et tout. Donc, on avait réussi à mener le rayon moyen d'action à autour de 5,6%, 5-6%. Ça veut dire 5-6 km. Ça veut dire que les populations devaient parcourir 5 km à 6 km pour avoir un centre de santé. Mais vraiment, on a beaucoup construit en galvanisant les gens et en aidant les gens à fortifier, à se renforcer sur le plan de la gestion. Et il y a beaucoup de choses qu'on avait pu relever. Et la démographie médicale est comment en Burkina Faso ? Il y a assez de médecins, d'infirmiers, on n'a pas assez de médecins. Bon, le ratio imposé par l'OMS en ce qui concerne les sages-femmes est en train d'être atteint. Le ratio infirmier également, on n'est pas loin de l'atteindre. Le ratio médecin, c'est encore loin à atteindre. Mais l'État n'a pas les moyens de recruter. Nous formons assez de médecins aujourd'hui. Il y a un engouement. Oui, partout. Oui, il y a un engouement maintenant à suivre la carrière médicale. Je me suis posé la question, est-ce que c'est parce qu'on aime la santé ou bien c'est parce qu'au niveau de la santé, la formation médicale, on ne chôme pas? Je me pose cette question. Je pense que c'est le choix d'être assuré d'avoir un métier qui fait que beaucoup de jeunes viennent à la santé parce que je ne trouve pas très souvent la compassion. Je ne trouve pas très souvent la compassion. On essaie. Quand je m'interroge souvent, j'interroge souvent des étudiants. Pourquoi vous êtes venus à la santé? Bon, il y en a qui disent j'ai passé des concours ailleurs, ça n'a pas marché. Je suis venu des manips que j'avais interrogés la semaine dernière. J'ai passé des concours ailleurs, ça n'a pas marché. Je suis venu, j'ai entrepris des études pharmaceutiques, ça n'a pas marché. Je suis venu à la santé. Donc, je me demande... Vous trouvez que c'est moins en moins par vocation? Je trouve que c'est moins... Mais peut-être quand ils arrivent aussi, ils aiment à la fin. Oui. À la fin, ils aiment. On est transformé par les études en elles-mêmes. Oui, voilà. Au début, peut-être c'était pas pour ça, mais après, on aime le métier. Donc vous formez assez de médecins, mais ils ne sont pas forcément recrutés dans les... Parce que y a pas, les ressources se font de plus en plus rares.
Mais c'est pour ça qu'avant, à la fin de mon premier mandat, j'avais commencé à développer ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Parce que dans nos facultés, on forme, enfin, les années antérieures, on formait pour être, par exemple ici, on va vous former pour être chef de clinique, pour devenir enseignant, pour devenir praticien hospitalier, praticien hospitalo-universitaire. Mais on ne donne pas assez des outils pour entreprendre. Il ne faut pas former seulement pour être employé par l'administration publique. C'est-à-dire créer des structures de soins Voilà, mais est-ce que... libérales. Voilà, je ne sais pas, mais du programme que je savais des facultés de médecine, il n'y avait pas des modules dédiés à la forme. Même les radiologues, quand je vois, c'est pour faire des bonnes IRM, pour faire des bons scanners, pour bien interpréter. Mais je ne vois pas une formation pour gérer un cabinet médical. C'est vrai qu'il n'y a pas... Mais il faut que de plus en plus on s'intéresse à ça. Et ce que je voulais faire, est créer un module entrepreneuriat au sein de la formation. Parce que l'université, la principale université, l'université Joseph Kizerbo, la faculté de médecine, l'UFR-SDS de l'université Joseph Kizerbo, où j'ai été doyen, on forme beaucoup en espérant que l'État va en prendre, l'administration privée va en prendre, et il y en a qui vont aller ailleurs, qui vont aller exercer leur métier ailleurs. C'est-à-dire en dehors du Burkina Faso ? En dehors du Burkina Faso, on a hier... Bon, non, mais ils vont, sinon s'ils restent aussi, ils vont chômer. C'est bien qu'ils restent, mais le ratio, comment le ratio va être atteint si tu n'as pas les moyens de t'installer? Si l'État aussi ne peut pas employer. Donc, si ailleurs on demande, par exemple ici, il paraît que vous êtes en manque de manip, oui. Ça sera avec plaisir que moi, je peux vous envoyer des manips si vous en voulez. Vous avez trop de manips? Pas trop, mais je pense qu'ils peuvent tenter leur chance ailleurs. Déjà, il y a au moins 5 manips que je connais qui ont été formés ou que j'ai supervisés depuis 90. Non, ils sont ici, ils sont en France. Et je pense que ça peut être une collaboration. Ma fille était stomatoquée parce que le Canada, elle vit au Canada. Le Canada avait demandé 5000 infirmiers et infirmières du Sénégal, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Elle dit, mais pourquoi pas le Burkina? Je dis, non, le système burkinabé est autre. Au Canada, pour être infirmier, il faut la licence, le bachelor. Et nous, on prend niveau bac toujours. Donc, il faut qu'on s'inscrive au niveau mondial à vraiment prendre le bac et à leur octroyer la licence. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais, quand les pays développés qui n'ont pas de ressources demandent comme ça, on peut le faire officiellement. Tout ce que l'État qui fournit peut dire, c'est dire il faut appuyer les structures de formation, il faut renforcer les structures de formation pour que nous puissions former du personnel de qualité. Et celui qui veut partir, il faut donner. Le monde est global. Hein. Vous ne voyez pas d'un mauvais œil l'exportation des manipulateurs, des médecins, c'est pas quelque chose de négatif de votre point de vue? Je ne vois pas ça de manière négative. C'est vrai qu'au sein de la CIDMEF, nous avons participé à une déclaration, dite déclaration de Djerba, pour lutter contre les déserts médicaux, pour pouvoir envoyer les gens. Mais ces déserts médicaux, où on envoie des gens, si l'État ne peut pas les payer, et les partenaires ne nous accompagnent pas également pour les payer. Et ils n'ont pas les moyens pour s'installer dans ces déserts médicaux. Qu'est-ce qu'on en fait? Je pense qu'il faut être pragmatique dans la vie. Je ne suis pas pour que les gens s'expatrient, restent ailleurs, mais si c'est une manière de pouvoir vivre, de pouvoir améliorer les conditions de sa famille, parce qu'un fonctionnaire entretient au moins 10 personnes, sinon 10, 20 personnes. Donc, moi, je n'ai pas de problème à cela. Oui, c'est pas du tout les mêmes problématiques qu'on a. Moi, je n'ai pas de problème à cela. Non, même en France, c'est sûr qu'il y a des déserts médicaux en tant de radiologues, parce que la plupart des radiologues vont s'installer à Paris, vont s'installer dans les grandes villes, et dans les petites bourgades, il n'y a pas de service de radiologie. Mais est-ce que nous apprenons aux jeunes à créer des cabinets de radiologie,
à pouvoir gérer ces cabinets de radiologie, leur donner des outils de gestion. C'est ça, je pense que c'est une insuffisance. Voilà. Non, mais partout, c'est une insuffisance. Je pense qu'en créant, je sais que si les gens, chacun peut trouver de quoi vivre, ils ne vont pas vouloir aller ailleurs. Et c'est ça aussi l'immigration. L'immigration, quand vous voyez, c'est dramatique. Personne ne va choisir d'aller mourir dans l'Atlantique. C'est parce qu'il n'y a rien. L'horizon est obstrué. Quand vous entendez des jeunes dire, même si j'ai 5 millions aujourd'hui pour laisser à mon père et à ma mère pour s'occuper de mes frères et sœurs, même si je meurs, il n'y a pas de souci. Mais de vivre comme ça, à 30 ans, à la charge de mon père et de ma mère, je pense que ce n'est pas une vie. C'est la réalité des jeunes au Burkina Faso ? En Afrique en général. Et on n'a pas vu venir le boom démographique et les enquêtes dans les pays africains montrent que la population jeune représente près de 70% des populations. Et ils ne trouvent pas leur place Oui, mais parce qu'on n'a pas... Est-ce qu'on a développé des politiques? Est-ce qu'on a vu venir et on a développé des politiques pour pouvoir les prendre en charge très tôt? J'ai discuté avec un ami qui a été Premier ministre, économiste qui a été Premier ministre du Niger. Il dit on peut rechanger les choses, mais il faut que la confiance s'instaure entre les jeunes et les politiques. Et notre âge à nous là, il faut que les jeunes aient confiance en nous et qu'on leur demande un sacrifice de 10 ans, qu'on remette les cartes à plat et qu'on redistribue les cartes pour pouvoir repenser autrement l'Afrique, développer autrement, où on va intégrer les jeunes. Parce que aussi, je ne généralise pas, mais la jeunesse actuelle, et c'est partout. Je pense, Alice, vous êtes jeune, vous me contredirez si ce n'est pas la réalité. Vous voulez l'argent tout de suite et maintenant. Vous voulez le bien-être tout de suite et maintenant. Vous voyez de mon parcours comment on le dit. Vous avez sacrifié beaucoup au début de votre carrière. Dans ma langue, on dit j'ai fait kete. Donc, on a mis une brique sur une brique, ainsi de suite, pour pouvoir arriver. Mais la jeunesse actuelle, c'est tout de suite et maintenant. Vous trouvez Est-ce que je me trompe? Qu'ils veulent aller trop vite? Moi, je trouve. Peut-être que je me trompe, Alice. Vous êtes jeune. Je vais faire le sens contraire de l'interview. Qu'est-ce que vous pensez? Nous, on écoute votre parole sage. Vous avez un recul qui est pas le nôtre. Donc c'est clairement une posture d'écoute qu'on adopte. C'est vrai, mais il faut que nous aussi, effectivement, on adapte autrement, qu'on quitte les sentiers battus pour voir la réalité en face. Les radiologues, il faut qu'on les forme à l'entrepreneuriat. Ne pas partir dans le privé par dépit parce qu'on n'a pas eu une place de poste de chef dans une structure hospitalière non, il faut que l'option se fasse dès le départ. Je me forme pour m'occuper du privé, je me forme pour m'occuper du public. Je pense que c'est très très important, c'est très fondamental. Donc voilà, j'ai été appelée, je me suis dit, étant là-bas, je vais beaucoup améliorer les choses. Mais j'avais eu la chance de faire un peu de santé publique. Là aussi, je vais dire qu'il faut qu'on mette des modules de santé publique dans la formation des radiologues. Mais j'avais eu la chance de faire la santé publique parce que quand je suis rentrée, j'ai travaillé en pneumo, certes, mais j'ai occupé des postes de médecin-chef de district. Donc le district, c'est vraiment l'organisation de base. Il y a le district, qui est le niveau primaire, il y a le niveau secondaire constitué des hôpitaux régionaux et le niveau tertiaire qui est constitué des centres de référence nationaux tels que les CHU, les CHU nationaux, les CHU régionaux. Donc, comme j'avais travaillé à la base avec les centres de soins et de promotion sociale, et je supervisais tout ça, donc j'avais des rudiments de santé publique. Ça m'a beaucoup aidé également à gérer le ministère. Et les partenaires ne financent pas les soins de santé secondaire ni tertiaire parce que pour eux, il faut mettre l'accent sur la prévention. Je dis, mais la prévention, certes, mais il y a des moments où ça échappe. Vous allez faire la prévention du cancer. Le cancer n'a pas de cause, c'est des facteurs de risque. Vous allez faire la prévention sur les facteurs de risque, mais c'est les facteurs de risque qu'on connaît. Il y a d'autres facteurs de risque, les facteurs de risque environnementaux. On ne sait pas qu'est-ce qui va
créé le cancer? Est-ce le changement climatique? Est-ce la poussière? Est-ce les insecticides qu'on utilise sur nos plantations? C'est quoi les facteurs environnementaux? C'est global. Donc, vraiment, je ferai le plaidoyer pour qu'on inclue dans la formation des jeunes radiologues l'entrepreneuriat et quelques rudiments de santé publique. Vous me disiez, il faut élargir son horizon, prendre en compte d'autres choses et oser avoir d'autres vies, pas faire radiologie toute sa vie. C'est ce qui vous a porté pour ces projets en politique et vous aviez toujours envie de renouveau aussi, c'est pour vous-même? Oui, c'est vrai. Bon, comme j'ai dit, au regard de mon parcours, je vais aider. Donc, quand on m'appelle pour occuper un poste, quand on m'appelle quelque part, dans ma tête, ça fait tilt. Si ce poste peut te permettre d'aider, il faut accepter. Donc, j'ai accepté d'être ministre déjà, parce que le ministère de la Santé, c'est un gros ministère. Oui. Et j'étais la deuxième femme à occuper ce ministère parce que Sankara, depuis les indépendances, parce que le président Sankara, Thomas Sankara, avait nommé, lui, il faisait la promotion du genre des femmes. Donc, il avait nommé une femme là-bas qui, du reste, a le même patronyme que mon époux. C'est une nièce de mon époux, Azara Lougué, épouse Bamba. Et moi, je suis Claudine Sorgho, épouse Lougué. Donc, c'est 2 Lougué qui ont occupé ce poste-là. Donc, quand on m'a nommé, les hommes, macho comme d'habitude, oui, une femme ne peut pas gérer ce ministère. Et j'ai dit, il faut que tu réussisses. Vous avez entendu des critiques? Oui, je l'ai entendu. Comment vous avez géré ça? Non, j'ai dit, il faut que tu réussisses pour montrer qu'une femme peut gérer le ministère et pour aider en même temps les autres. Comment j'ai réussi? J'ai fait la sourde oreille. J'ai foncé. Vous avez fait preuve d'abnégation? J'ai foncé parce que je dis, et hier je disais à une amie, je dis, j'ai appris quelque chose d'un monsieur, un maire de commune qui m'a dit, Claudine, si tu te baignes dans une rivière, tu as déposé tes habits au bord, à la berge, et tu te baignes, un fou passe, il ramasse tes habits. Tu fais comment? C'est 2 choix. Soit tu sors, tu le poursuis, tu récupères tes habits, mais tu sors nu. Soit tu restes dans l'eau jusqu'à ce qu'il revienne, ou que quelqu'un passe te prêter un pantalon. Et alors si vous faites quoi? Et si tu sors, non, moi je reste. Je reste parce que si tu sors l'accompagner, quand les gens vous voient, qui est le plus fou? C'est toi qui es nu, c'est toi le fou. Donc, moi, je reste. Vous ne répondez pas aux critiques. Voilà, je ne réponds pas. Vous tracez votre sillon. Ma trajectoire. Je dois réussir, je dois aboutir. Je ne réponds pas, je fais la sourde oreille. Donc, on dit, ouais, elle est naïve, elle est ceci. Je dis, c'est votre problème, je sais. Et comme je viens pour aider. Donc, quand on m'a appelé toute la nuit, j'ai prié, je vous ai dit que je suis très croyante. J'ai prié, je dis, Dieu, si tu penses que je vais occuper le poste sans pouvoir mettre de l'amour, de la compassion dans mes actions, il ne faut pas que j'accède au poste. Parce qu'on peut te consulter et puis ne pas te nommer. Je dis parce que je ne veux pas utiliser ce poste pour dire tel m'a fait ça hier, je vais me venger. Du reste, je ne garde rancune contre personne. Vous avez une éthique personnelle non, je ne garde rancune. Si vous me dites, Alice, s'il y a quelque chose entre vous et moi, on est énervé, je vous dis, Alice, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Le ton peut vous énerver, c'est votre problème. Moi, je dis ce que je pense, je dors tranquille. Donc, je n'ai aucun... Quand je fais une introspection, je dis, mais tel, non, je n'ai pas de rancœur contre qui que ce soit. Tous ceux qui m'ont combattu quand j'étais ministre, des collègues, je leur dis bonjour aujourd'hui et si ça me plaît, je leur dis tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. J'ai fait semblant de ne pas voir parce que j'avais une trajectoire qui était tracée. Donc dans la vie, il ne faut pas s'occuper de quelqu'un qui peut vous empêcher d'atteindre votre but. Vous avez une vision, vous tracez, à partir de cette vision, vous déclinez des objectifs et vous tracez un trait pour remplir ces objectifs. Si vous rencontrez un obstacle, ne vous arrêtez pas à combattre l'obstacle.
contournez-le et continuez. S'il faut le combattre, vous allez atteindre le but et revenir. Mais ce n'est pas la peine de perdre du temps. Il faut le contourner et puis continuer. Voilà ma philosophie de vie. Et donc, je n'ai pas de problème. Merci de partager ça avec nous. L'amour dans tout ce que je fais. Parce que les 3 premiers commandements, que ce soit dans la religion catholique, je pense que le judaïsme également et la religion musulmane, j'ai demandé, tout tourne autour de l'amour. Il faut aimer Dieu, il faut aimer des parents, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Donc tout tourne autour de l'amour. Donc je mets l'amour en toutes choses, mais je suis un être humain. J'ai mes défauts, je peux m'énerver, je peux avoir... Surtout en matière de travail, je suis très, très, très intraitable. C'est le travail bien fait. Quand vous partez, vous demandez au ministère aujourd'hui, qu'est-ce que vous retenez de cette dame? Elle aime le travail, elle nous a poussés à bout. Il y en a qui demandaient à mes enfants, est-ce que vous êtes sûr que votre maman ne prend pas la drogue? Je dormais 4 à 5 heures par jour, mais quand j'arrivais au ministère, il fallait que ça bouge. Et donc, j'ai l'habitude également de dire, donc quand j'ai fini la grève en novembre, j'ai dit, bon, je vais pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, c'est améliorer le visage des hôpitaux malgré l'absence de soutien des partenaires, parce que dans les hôpitaux, en améliorant la gestion, on peut faire beaucoup de choses. Donc, je me suis dit, on va améliorer la gestion des hôpitaux pour pouvoir les amener à s'auto-gérer. Mais je n'ai pas eu le temps. Novembre, fin de la grève. Décembre, repos et puis les fêtes. Janvier, Covid. Ah oui. Donc, j'aime dire je suis ministre de Covid. Non, j'étais exténuée. J'étais exténuée. C'était pas simple. Parce qu'il y avait ceux qui voulaient lutter contre Covid. Au début, on a confié au ministère de la Santé, à tous les ministres de la Santé. Covid a emporté plein de ministres de la Santé. Ça a été confié au ministre de la Santé. Je sais que mes enfants disaient, ah non, maman, le président et le premier ministre ne peuvent pas te confier ça, alors que c'est un problème multisectoriel. J'ai dit, bon, c'est multisectoriel, mais la survie, la prévention, la survie du patient repose sur le ministère de la Santé. Donc, il faut que je mouille le maillot. Et donc, dès le 22 janvier, on a commencé à élaborer nos plans. Il n'y avait pas de service de maladies infectieuses parce qu'on s'est dit il y a transition épidémiologique vers les maladies chroniques et les maladies infectieuses deviennent rares. Mais avec le changement climatique, les maladies infectieuses vont revenir. Et dans tout le pays, on n'avait pas un service de maladies infectieuses qui répondait aux normes d'isolement. Donc, il fallait lutter, chercher un service de maladies infectieuses, essayer de... Ah non, c'était pas simple. Bon, Caïn, on a quand même... Je pense qu'on a réussi quand même plus ou moins notre lutte. Parce que l'hécatombe attendu des pays africains n'a pas eu lieu. Et il y a 2 semaines, j'ai reçu une mission de CDC Africa qui est venue s'enquérir de nos méthodes pour Covid, pour les épidémies à venir, parce qu'ils ont dit des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest, enfin des pays francophones de la CEDEAO, nous avons réussi plus ou moins notre lutte et ils sont venus. Donc vraiment, c'était une reconnaissance après action que j'ai accueillie avec les deux bras. Donc j'estime que je n'ai pas totalement failli au niveau du ministère et que, partant de mon exemple, on peut nommer une femme. Mais c'est difficile pour une femme parce que les femmes, on n'est pas habitué au coup bas. On ne boxe pas sous la ceinture. C'est ça le problème. Les hommes, ils donnent des coups sous la ceinture. Parce que pendant Covid, pendant qu'on luttait pour sauver des vies, il y en a qui luttaient pour avoir un peu d'argent, pour leurs intérêts personnels. Comment avoir les marchés, comment contrôler les commandes de marché. Et moi, je fonçais pour sauver. Je ne voulais pas qu'il y ait des morts. Chaque fois qu'on dit quelqu'un est mort, c'était difficile, alors que les gens mouraient par méconnaissance. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de dialyse. Et là, on ne savait pas également qu'il fallait que les malades boivent. Il a fallu que j'aille dans les services d'hospitalisation, passer presque une demi-journée avec les malades. Et après, j'ai été infectée. Je me suis protégée, mais après, j'ai été infectée. Pour voir que les urines étaient foncées, qu'il fallait réhydrater les patients, il fallait donner à boire aux patients. Et au début, quand les patients avaient besoin de dialyse,
les centres de dialyse, on ne peut pas mettre un Covidé dans un centre de dialyse. Il va contaminer tout le monde. Il n'y avait pas de service de dialyse isolé et il y a des malades qui mouraient par manque de dialyse. Quand une femme doit accoucher, faut-il l'amener à la maternité quand on sait qu'elle peut contaminer toute la maternité? Voilà des challenges qui font qu'il faut qu'il y ait des centres de maladies infectieuses vraiment qui peuvent servir à autre chose. Mais quand on dit maladie infectieuse, il faut que ça soit libéré rapidement pour que les gens... Je pense qu'ici aussi en France, il faut ça. Et ces centres-là doivent avoir des services de réanimation dédiés en cas de maladies infectieuses, d'épidémie, et des centres de dialyse, une maternité, une chirurgie, comme un micro-hôpital avec un centre de recherche. Donc, vraiment, je pense que, mais en revenant à la radio, il faut qu'on essaie de faire de nous des têtes polyvalentes. Quels sont vos souhaits maintenant pour vous, pour l'avenir? Vous avez encore des rêves? Des rêves, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que j'ai des rêves? Oui. Je rêve de m'occuper de mes petits-enfants, d'avoir une ferme où je vais aller m'asseoir, élever mes poulets. Et pas pour chercher de l'argent, pour le plaisir. Vous voulez passer à autre chose? Oui, bon, mais là, je suis en train de faire un cabinet médical. Mais comme je ne sais pas gérer... C'est loin des poulets. Oui, c'est loin des poulets. Mais en fait, je dis comme je ne sais pas gérer, pour moi, c'est de faire le cabinet et puis confier à des jeunes qui vont y travailler. Et puis, bon, j'ai pris toutes mes ressources pour faire l'infrastructure parce que quand tu prends un crédit pour l'infrastructure, ça ne produit pas. La banque risque de récupérer. Donc, comme j'avais déjà acquis le terrain, j'avais acquis le terrain depuis les années 99. Et donc, il a pris de la valeur. Mais comme je l'ai acquis pour faire une clinique, il faut vraiment que je fasse une clinique. Donc, je suis en train de réfléchir quel mode de gestion mettre en place un groupe de jeunes, justement, qui n'ont pas eu la chance d'aller à la fonction publique, qui vont travailler pour eux, mais qui vont me payer mon loyer. Et je peux venir les accompagner en matière de radiologie. Et puis un bon entendeur. Voilà. Sinon, voilà mes projets dans l'avenir immédiat. On va terminer cet entretien par des petites questions rapides. Oui. Si vous ne deviez en retenir qu'une, une rencontre déterminante. Je ne peux pas retenir 2 ou 3. Une seule. Et dans l'imagerie ou bien dans ma vie? Dans votre vie? On ne va pas dire dans l'imagerie ou bien dans ma vie. Comme vous voulez. Dans ma vie, je dirais le professeur Hilaire Tiendrebergo. Il est décédé, mais il a beaucoup complété dans ma formation médicale. C'est lui qui a renforcé en moi la compassion, l'humanisme du métier, qui m'a fait voir le métier autrement. Voilà un monsieur qui recevait les malades à bras ouverts. Que tu sois en veste ou en haillon, il te recevait vraiment avec un mot pour tout le monde et qui m'a laissé faire selon ma sensibilité de jeune médecin. Il ne s'est pas imposé à moi, il m'a laissé aller découvrir, revenir m'interroger. Et je pense qu'il a contribué beaucoup à la construction de ma vie. Et il m'a amené à aimer l'enseignement et à m'engager dans l'enseignement. Et sous le professeur Tiendrebergo Hilaire, je devais allumer une cigarette pour pouvoir faire des ponctions. Donc quand vous avez une ponction pleurale à réaliser, du pu qui est très fétide, c'est difficile, mais j'ai appris à faire ça en tant que femme. Et avec lui, il n'y avait pas de barrière femme-homme, tu es médecin. Et il m'a appris à donner pour les autres, à encadrer les autres. Et vraiment, dans ma vie de médecin, je vais dire que c'est ça. Mais je ne peux pas aussi dire, c'est pour ça que je vous ai dit 2 ou 3 personnes. Donc, dans ma vie sociale, je ne peux pas ne pas citer mon mari. Parce que je suis quelqu'un de très indépendante, de très libre. Et il n'a pas été un obstacle pour mon expansion professionnelle. Et je fais ce que je veux
pourvu que je l'informe. Mais je peux même ne pas l'informer, il n'est pas compliqué. Et pourtant, c'est un général, mais il me laisse faire tout ce que je veux. Il m'accompagne. Il me donne ses points de vue quand je demande. Il m'aide dans la gestion des enfants. Donc, voilà. Je ne vais pas continuer. Vous m'avez dit une personne, j'ai dit deux, c'est déjà pas mal. Votre meilleur souvenir professionnel? Des souvenirs heureux, j'en ai. La collaboration avec mes camarades. Quand j'étais ici, la collaboration avec les jeunes assistants, chefs de clinique à Marseille également, où j'ai été. Vraiment, la vie en communauté, la vie familiale, où on ne se tacle pas, où on n'a pas des rivalités inutiles, où on se dit nous devons aller en communion pour le bien du malade. Là, vraiment, j'ai toujours apprécié. C'est pour ça que je dis souvenir comme ça. Non, tout a été souvenir heureux dans ma vie. Et enfin, si vous pouviez revenir dans le temps, quel conseil vous donneriez aujourd'hui à la jeune Claudine? La jeune Claudine, je vais dire... conseil. Non, j'aurais toujours... Je serai moi-même. Mais j'aurais peut-être aménagé plus de temps pour m'occuper mieux de mes enfants. Je les aurais laissés faire ce qu'ils veulent et non leur imposer ce que moi je veux. Je leur aurais montré que de mes dehors de femme de fer, je suis pleine de sensibilité. Parce qu'il m'arrive de pleurer également, même si je ne le fais pas devant les gens, je suis pleine de sensibilité. Et un jour, j'ai dit à ma cousine, je suis toujours en train d'aider les gens. Les gens viennent toujours vers moi, mais je n'ai jamais personne pour m'écouter. Mais en fait, est-ce que je veux me livrer? C'est ça aussi. Parce qu'un jour, je me suis sentie un peu déprimée. Je suis allée voir un collègue psychologue. Je dis, je sens que ça ne va pas. On dirait que je suis déprimée. Il m'a dit, non Claudine, pas toi. Je ne peux pas m'occuper de toi. Il faut partir, tu n'as rien. 3 psychiatres, ils m'ont dit ça et je me suis dit, relève-toi. Parce que tous me voient comme une femme forte, alors que je suis pleine de sensibilité. Peut-être c'est ça, enlever un peu de la carapace et puis montrer que je suis une femme sensible. Un peu de ça. Madame la ministre, merci beaucoup pour ce moment et cet échange passionnant. Merci Alice. Qui, je suis sûre, plaira beaucoup à nos auditeurs. Merci beaucoup. Merci Alice. J'espère que j'ai répondu aux questions. J'espère que je vais apporter quelque chose aux jeunes radiologues. Et c'est vrai, je vois que les radiologues français s'engagent de plus en plus en politique. Avec Alain Ramouni, on le disait, si nous ne faisons pas la politique, les politiciens vont décider pour nous. Mais ne faisons pas une politique politicienne, soyons des politiques et non des politiciens. Et travaillons pour le devenir de notre métier, notre noble métier, où tout le monde essaie de grignoter un peu. Nous avons des capacités de défendre notre métier et je vois que dans la SFR, il y a un syndicat de radiologues et il y a beaucoup maintenant qui rencontrent. Ne restons pas. Hier, je disais à un jeune collègue médecin, il faut que vous vous impliquez. Il dit que le président des JFR est président de la CME. Je dis, il a bien fait. Parce que les CME ne peuvent pas décider pour nous. Il faut que nous soyons là. Nous avons des machines, on ne les entretient pas. On ne sait pas comment. On est derrière les écrans, on est derrière les images. Il faut qu'on mette la main à la gestion. Donc, les jeunes, engagez-vous à être des radiologues, des bons radiologues, mais mettez le pied et la main également à la gestion. Ne laissez jamais les gens décider pour vous. Message merci reçu. Alice. Merci bien, merci. Si ce podcast vous inspire, parlez-en autour de vous. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, retrouvez-nous sur radiologie.fr.